C'est bon, je peux y aller là? Wouhou! C'est bien ça là. Non, c'est correct. J'adore la cuisine thaï. Et Gérard Collard, avec crêpeur. On parle d'un temps. C'est un peu... Ça, c'est pas du tout un livre. J'ai même plus faim. Et je connais le plafond. On n'est pas tout à fait d'accord avec Gérard aujourd'hui. C'est ma chronique. Le pitch est aussi mince que la taille d'Ariane Dombal. C'est l'intrigue policière. Je suis pas sûre d'avoir pas dit une connerie en fait. Ouais, voilà. Ok, à bientôt. Oui, bon, je vous aurais bien parlé de musique, de choses comme ça, mais là je ne peux plus parce que la première fois j'ai parlé de théâtre, hein. L'autre fois d'un livre, alors là, formidable, Léoto le bestiaire, mais ça vaut 3 sous cette édition, et quand même, je sais pas, politesse, par correction, il faudrait que je fasse gagner quelques deniers à la librairie de la Griffe Noire, qui le mérite pleinement. En plus, ce pauvre garçon, Gérard Collard, je le voyais l'autre fois à LCI, il conseille d'acheter pour les gens que l'on n'aime pas, au moins 3 volumes qui sont des plus vendus. C'est dégueulasse, c'est vrai, mais des plus vendus, alors il va aller à la faillite si je ne fais pas un effort. Donc aujourd'hui, je vais me rattraper et vous conseiller 3 livres chers. Voilà. C'est dans les éditions de la Pléiade et le consommateur est quand même très content parce que vous voyez, rapport qualité-prix et contenu, c'est extrêmement valable. Je vous donne 3 de mes préférés, c'est sans commentaire. C'est Il vous faut du Proust. Alors Proust, si quand même, La recherche du temps perdu, essayez-la d'abord. J'aime pas les morceaux choisis, je sais pas, faites un petit essai, mais surtout pas dans le début. C'est-à-dire que les gens se dégoûtent très vite de Proust parce qu'on les emmerde avec la Madeleine. C'est très casse-pied. Il faut déjà avoir lu des pages de Proust. Rentrez dans du plus croustillant, dans Sodome et Gomorrhe, par exemple. Et vous commencerez à apprécier. Il faut toujours un petit peu de cul, quand même dans les œuvres magistrales, pour vous habituer à la chose, et vous verrez que vous ne décollerez plus de Proust. Si c'est votre genre, il y a des gens qui le détestent. Alors, l'envers, c'est Céline, les deux, parce que le reste, je les ai jamais lus. Donc, Mort à crédit, Voyage au bout de la nuit. Ça, c'est vrai que c'est aussi un des plus grands écrivains du XXe siècle parce que c'est complètement personnel et ça a été, comme tous les grands, terriblement pompé après. Tout le monde, et ce sont toujours les grands détracteurs qui l'ont le plus pompé et imité dans le style. Et puis une chose, alors là, en toute confiance, c'est une base, ce sont les caractères de La Bruyère. Vous en prenez, mon père les adorait d'ailleurs, et vous verrez toutes ces figures très actuelles qui ressortent comme vous les voyez sur les écrans de télévision. Il y a par exemple des articles sur les sceaux, vous verrez, c'est intéressant. Et puis celui que je place au-dessus de tous, alors là, c'est un investissement parce qu'il y a pas mal de volumes, prenez-en 3, c'est les Mémoires de Saint-Simon. Vous savez que c'était l'idole de Proust. Et lui est un génie pour moi encore supérieur, il a un don comique étonnant, mais tout ça sans le savoir. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une œuvre littéraire. Il va témoigner vers 60-70 ans de ce qu'il a vécu, notamment à l'âge de 20 ans, parce qu'il avait 20 ans sous Louis XIV. Et il veut raconter dans un journal, faire part de son indignation, de l'horreur qu'il a vécue, qui est grosso modo la façon dont Louis XIV a voulu promouvoir les bâtards et les bâtardes qu'il avait eus avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Alors je vais vous recommander un autre livre qui est un essai à la NRF de Cécile Gilbert qui a écrit Saint-Simon ou l'encre de la subversion. C'est une fille très intelligente
Et elle montre que c'est un écrivain maudit, et c'est le seul. C'est-à-dire qu'on l'enseigne très peu en classe, et d'une façon tendancieuse, en disant qu'il est méchant, qu'il est bête, quand c'est tout le contraire. Et surtout, les gens qui lisent des chefs d'État, des ministres, il y en a, la plupart sont ignares, hein, mais il y en a quand même qui ont lu, comme François Mitterrand, comme Pompidou, des gens comme ça, n'ont jamais fait référence à Saint-Simon parce que ça les gêne beaucoup. Le pouvoir est décrit d'une façon épouvantable et cynique. Et pour finir sur Saint-Simon, excusez-moi de m'étendre, mais c'est mon idole. Alors bon, lorsqu'il témoigne à la fin de sa vie, comme je le disais, il est indigné, mais il ne cherche pas à faire rire. Mais il a un don comique intrinsèque, comme certaines personnes, et on éclate de rire, et évidemment au moment les plus poignants, c'est-à-dire pendant les enterrements. C'est pour ça que pour moi c'est un immense artiste. Alors je vais terminer quand même, comme c'est le Nouvel An, et parce que ça a un rapport avec Saint-Simon, vous parlez, vous montrez brièvement, vous voyez, je fais comme Gérard Collard, je jongle, un livre sur les singes. Et ça, il ne faut pas rater cet auteur, Wahl, qui a étudié les chimpanzés pendant 30-40 ans, mais en captivité en Hollande. Et là, vous verrez que les singes, les chimpanzés, ont des partis politiques comme nos hommes politiques et réagissent exactement comme les altesses, les monseigneurs que nous a décrits Saint-Simon dans ses mémoires. Alors, je vous montre le livre, pardon, parce que là, il faut bien pour le commander. Hein. Voilà, c'est France de Wahl, Le singe en nous. Et il a écrit aussi Les singes prennent le thé, et ça, c'est vraiment passionnant. Ça, je pouvais pas passer à côté. Hein. C'est Tintin au pays des philosophes. C'est chez Philosophie Magazine, aux éditions Moulinsart. Et alors, c'est toute la philosophie avec les dessins de Tintin. Alors pour moi, c'est chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est l'objet de collection. Puis en plus, je serais vous, j'attendrai pas trop pour l'acheter parce que c'est le genre de bouquin, à mon avis, qui dans quelques années va devenir objet de collection. Pour vos gamins, pour vous, pour redonner un autre visage, une autre vision de la philosophie. C'est Tintin au pays des philosophes, c'est dans collection Philosophie Magazine. Et alors ça, c'est une autre vision de la philosophie, j'ai adoré ça. Ça s'appelle Rock & Philo, c'est chez Bréal, et alors là les enfants, si vous aimez la musique, si vous aimez tous les rockers, des punks, les Beach Boys, enfin tout ça, vous allez voir, et on va vous faire analyser la philosophie, les concepts, les auteurs de philosophie, à la lumière des grands rockers mondiaux, français, américains, anglais. C'est génial. Si vous avez des gamins qui disent non, je veux pas faire de la philosophie, et ben vous leur offrez ça et vous verrez, ça va leur changer la notion de ce qu'est la philosophie, de la vision de la philosophie. Ça s'appelle Rock & Philo et ces auditions Bréal, c'est voilà, il y a tout. Hein, c'est pour les branchés, les pas branchés. C'est voilà, ça vous met plein de philo et plein de musique dans la tête. Bonjour, je m'appelle Sophie Chauveau. Je suis ce qu'on appelle un écrivain, c'est-à-dire je vis pour écrire. Je me lève le matin, j'écris, je me couche le soir, j'ai fini d'écrire. Je n'ai pas tellement autre chose à faire dans la vie que cette vie imaginaire-là, qui est donc une vie où essentiellement je passe mon temps à lire, parce qu'écrire c'est lire. Les autres, et soit beaucoup parce qu'il faut se relire. L'écriture c'est un travail de dentelière. Il faut des heures et des heures, des fois, pour sertir une seule phrase.
Et alors, peu importe finalement le sujet dont on parle, il n'y a que les écrivains qui parlent comme ça. Évidemment, le lecteur pense acheter un livre pour une histoire. Moi, je pense qu'on achète un livre pour sa langue. Donc, je travaille avant tout la langue. Le dernier, c'est Diderot, parce qu'à 15 ans, je suis tombée dans le Neveu de Rameau. Le Neveu de Rameau, c'est un dialogue de moi et moi, de ma part maudite avec ma part bonne, et la vôtre, et celle de tout le monde. Et donc, amoureuse de ce monsieur, j'ai lu pendant 30 ans tout ce qui existait sur lui, jusqu'au jour où je me suis décidée à écrire mon Diderot, simplement parce que les gens qui ont écrit sur lui m'ont tous dit, de 15 à 30 ans, c'est pas ce qu'il a fait. Comment ça, on sait pas ce qu'il a fait? C'est déterminant pour savoir comment il est arrivé à faire cette œuvre-là. Alors, je suis allée chercher, j'ai trouvé, il a été le Neveu de Rameau de 15 à 30 ans. Donc, je me suis encore plus régalée parce que ce philosophe que tout le monde trouve empoussiéré n'est qu'un voyou, comme on les aime toutes, nous, les filles. Voilà. Amir Gutfrund, qui est un Israélien de la 3e génération, qui a écrit un chef-d'œuvre, comme, à mon avis, on en lit un tous les 10 ans. Très honnêtement, c'est une pure merveille. Les gens indispensables ne meurent jamais. Déjà, le titre, on est scotché. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je suis revenue à la librairie le lendemain, j'en ai commandé 10, je l'offre à tout le monde. C'est un petit chef-d'œuvre de langue, d'histoire, de moments, de climat. Donc, je ne vais pas vous le raconter parce qu'il est drôle et on pleure. Moi, j'adore pleurer et rire en même temps. Ils doivent appeler ça les comédies dramatiques, je crois, au cinéma. Moi, j'adore ça. Et c'est une merveille. J'en vends énormément. Un des grands polars de l'année, c'est ce que je dis généralement toutes les semaines, mais là c'est vraiment, le gars il fait exploser le genre, ça s'appelle Toyeur, c'est de Gardner Mackesh et Cherche Midi. Les enfants, attention, là, le serial killer, vous allez vous en prendre plein la tête. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Ben, le monsieur, il tue pas ses victimes. Il devient un ami de ses victimes. C'est-à-dire, déjà, il va reconnaître chez elles, il aime leur parfum, il boit leur vin, il va dans leur lit, enfin tout. Il les adore, il fréquente les mêmes lieux et tout. Et puis, un soir, il déboule chez elle. Et il va pour apparemment les violer. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas les violer du tout. Il va les posséder autrement. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur fait simplement une petite incision au scalpel dans leur moelle épinière. Et ces filles, tout en restant pensantes, elles penseront, elles réfléchiront, mais elles n'auront plus aucune façon de parler, de s'exprimer, de bouger. Ça restera des sortes de légumes. Vous aurez une neurologue qui va intervenir pour les connaître. Elle va prendre fait et cause pour ces jeunes femmes et essayer de connaître. Il y aura une journaliste qui va s'allier à cette neurologue. Et là va commencer un truc absolument délirant. Vous ne savez... Vous dites, c'est pas possible que le gars sache tellement de choses comme ça, il doit être copain des deux filles, ou il connaissait les victimes, enfin, il y a quelque chose qui va faire exploser le genre. C'est l'utilisation des médias par le serial killer, c'est jusqu'où peut-on aller par rapport au public et à ces genres de tueurs. C'est ce serial killer qui devient presque gentil, c'est-à-dire c'est abominable, hein, c'est-à-dire que vous... Ça s'appelle Toyeur, Gardner Mackesh et Cherche Midi. C'est un petit événement dans le monde du polar. Il marche moyennement et vous avez tort parce que ça vaut largement le dernier Fred Vargas. Amoureux de la lecture, salut. Aujourd'hui, je vous présente Au-delà du mal de Shane Stevens. Bon, personnellement, j'ai trouvé ça long, presque 900 pages. Bon, ça a été écrit dans les années 70, donc j'ai remarqué un petit peu que dans les années 70, quand on décrivait un personnage, on décrivait tout son environnement, y compris sociopolitique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un gros pavé, hein, écrit tout petit, mais ça se lit quand même, c'est pas mal. Faut prendre son temps, faut le lire pendant les vacances. Évitez de faire une pause avec ce bouquin parce que sinon on perd tous les noms des personnages, hein, c'est un peu compliqué. Bon, celui-là, je lui mets quand même 7. Petit internaute. À bientôt. Mon chouchou de chez Mon Chouchou. Je l'ai déjà fait, au moins 26 clips, 3 émissions, 16 infos, enfin le truc. Gérard Landreau, Tout autour des Halles, Quand finissait la nuit, aux éditions de l'éditeur.
Alors, comme j'avais trouvé cette formule, c'est si Audiard et Lautner avaient écrit un livre sur l'occupation, il aurait écrit Tout autour des Halles, quand finissait la nuit. C'est absolument... Ça passe, c'est une tragédie-comédie, ça passe de l'humour à la tendresse, limite des larmes à la fin. Voilà, ça commence en 39, une jeune femme qui est dans sa campagne et qui veut voir Paris, qui en a marre de sa campagne, et elle a un oncle, entre guillemets, qui est à Paris, vous voyez, et puis cet oncle, il l'installe dans son appartement, tout se passe bien et tout, il est vachement gentil avec elle, bon, il lui fait découvrir un peu le sexe comme ça, bon, mais elle n'est pas contre, hein, elle aime bien, il a l'air assez doué, et puis à un moment, elle en a marre, elle lui dit, écoute, j'en ai marre d'être à tes crochets, je voudrais travailler, mais lui, quand il entend travailler, il n'entend pas la même chose qu'elle, voyez-vous, donc elle va se retrouver dans une petite maison avec une petite lampe rouge, avec plein de madames habillées un peu. Elle se demande pourquoi les filles elles sont habillées comme ça. Ça va pas marcher du tout parce que c'est pas son truc à elle, les vieux, les machins, être en robe de nuit, voilà. Et elle va se trouver un métier, c'est concierge dans un immeuble. Et là va arriver la guerre. Et vous allez avoir à travers tous les habitants de cet immeuble une sorte de symbole, d'image de ce qu'est la collaboration à la française. Alors ce qui est génial, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait des livres sur la collaboration en France, c'est toujours le super résistant, le super collabo, le super nul, enfin vous voyez, là non, c'est des gens comme vous, comme moi, c'est-à-dire on se dit, qu'est-ce qu'on aurait été là-dedans? Alors vous allez avoir le juif qui, va essayer de se sauver, vous allez avoir des collabos qui, eux, ils pensent... Pétain, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils pensent, c'est piquer les meubles du juif, les revendre. Vous voyez, genre le marché noir. Vous allez avoir plein de gens comme ça. C'est très. Il y a des anecdotes assez cocasses parce que, par exemple, ils arrivent à dégoter des kilos et des kilos et des kilos de blé. Ils se disent qu'on va faire du pain avec ce blé parce qu'en 42, va avoir du pain, je vais vous dire. Mais le problème, ils n'ont pas de truc pour moudre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont moudre avec le truc à café. Vous voyez, vous imaginez 300 kilos de blé à moudre avec un truc à café. Ils vont y mettre. Et puis, du temps. Et ils vont rajouter des petits trucs qu'ils vont dégoter comme ça, et ils vont faire du pain. Le problème, ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en 42, la bonne odeur de pain qui commence dans tout le quartier, les gens, vous voyez, ça interpelle les gens. Donc c'est comme le chien avec la chienne, il va rechercher l'odeur. C'est plein alors c'est plein de trucs drôles comme ça. On y est, hein. C'est vraiment du Lautner, c'est un peu Jean Gabin, De Funès, vous voyez, tous ces grands films sur l'époque. Mais bon, je vous dis pas la fin, et là ça va basculer un peu, et de l'humour ça va passer à tout ce que la France est capable de faire comme conneries, de bêtises, de monstrueux, de barbarie. Je vous laisse découvrir, c'est une petite merveille, ça s'appelle Gérard Landreau, c'est Tout autour des Halles quand finissait la nuit, et moi si j'avais un bouquin à acheter pour les fêtes de Noël, pour les gens qui aiment l'histoire ou tout simplement les bons livres et passer un bon moment, c'est celui-là que j'achèterais. En plus il est pas très cher, il vaut 18 €. Un petit livre merveilleux de quelqu'un que vous connaissez déjà, Jean-Louis Fournier, qui publie dans quelques jours ce livre chez Stock qui s'appelle Veuf. Jean-Louis Fournier, vous le connaissez, c'est celui qui avait écrit l'an dernier Où on va papa, qui est l'histoire de ce père, bien sûr histoire totalement autobiographique, de ce père de 2 garçons atteints de maladies graves, dont un depuis est mort, l'autre ne le reconnaît plus, il vit dans son monde, et c'était toute l'histoire complètement politiquement incorrecte de ce père complètement dépassé par ses 2 enfants qui ne lui ont rien apporté, si ce n'est énormément de tendresse, mais à l'anti-image de ce qu'on attend de ses enfants normalement. Alors on se disait, quand on avait terminé la lecture de ce livre, quand même, ce type, il n'a pas eu de chance. 3 enfants, 2 garçons gravement handicapés, dont un déjà mort. Heureusement qu'il est bien accompagné, apparemment il a une femme qui le soutient depuis tellement longtemps. Et ben voilà, sa femme est morte. Et c'est donc le sujet de ce nouveau livre, et c'est absolument délicieux. Ça commence comme ça. Je suis veuf, Sylvie est morte le 12 novembre, c'est bien triste. Cette année, on n'ira pas faire les soldes ensemble. À coup de petites phrases de ce style-là, en fait, c'est une lettre d'amour extraordinaire pour sa femme. Une lettre aussi où il dit ce qu'il pense de lui, parce qu'il n'a pas toujours été facile à vivre. Alors ça devrait être très triste, mais comme encore une fois on rit, les choses passent. Mais c'est malgré tout, on se dit quand même, qu'est-ce qu'il a comme pas de chance cet homme, si ce n'est qu'il a été bien entouré pendant longtemps. Mais quand même, sa vie est quand même pas facile. Mais c'est un petit bijou de poésie, de dérision, d'humour, d'un goût assez curieux. Mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Lisez-le. Voilà, on ressort de là
à la fois le sourire aux lèvres, avec de la nostalgie, avec beaucoup de tendresse et d'amour. Jean-Louis Fournier, c'est Veuf et c'est aux éditions Stock. Il y a le genre de bouquin, je me dis, est-ce que j'en parle pas, ça m'énerve parce que le mec m'est franchement antipathique. Il se prend pour Marcel Proust. C'est pas Marcel Proust, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'appelle Simon Liberati. En plus, je crois qu'il a eu le prix de Flore, ce qui déjà, il devrait se taire s'il avait eu le prix de Flore, puisque c'est le prix qui désigne le plus mauvais livre de l'année. Donc déjà, on se fait pas remarquer. Mais je suis pas sûr. Hein, là, je suis peut-être... Non, j'avais raison. Il a eu le prix de Flore pour l'Hyperjustine, bouquin dont personne ne se souvient. Donc, bien sûr, c'était en 2009, mais c'est comme si c'était au 19e siècle, vous voyez. C'est aussi vieillot. Vous voyez la tête, il se fait... Enfin, c'est le genre grand voyageur, mais dans le 5e arrondissement, vous voyez. C'est parce que quand il veut se faire une grosse frayeur, il prend le métro, la ligne 7, entre le café de Flore et puis le 5e arrondissement. Bon, on va arrêter d'être méchant. Donc, il a écrit Jane Mansfield, 1967, chez Grasset. Alors, Jane Mansfield, moi, ça m'a fasciné quand j'étais gamin. Pourquoi ça m'a fasciné? Parce qu'elle avait une grosse poitrine et puis surtout qu'elle est morte décapitée. Moi, grosse poitrine, décapitée, c'était l'horreur, c'était une star pour moi, il y avait quelque chose de voyeur. Et donc, il va nous parler de cet accident, ce qui est arrivé à Jane Mansfield ce jour-là. C'est très mal écrit. C'est limite énervant, les premières pages, je vous jure que, voilà. Mais, eh ben, je me suis fait avoir parce que même si c'est mal écrit, ce livre a au moins l'intérêt de me vouloir faire lire quelque chose, une vraie biographie écrite par un vrai écrivain, voilà, sur Jane Mansfield, mais je vous conseille de le lire quand même parce que vous allez découvrir plein de choses. Déjà, là je ne peux faire péter mon micro, déjà on apprend qu'elle n'a jamais été décapitée, Jane Mansfield, hein, c'est un mythe. Elle a été décalotée de la tête, bon, limite, elle avait aussi, un problème, c'est qu'elle avait beaucoup de perruques. Et quand on a dit qu'elle était décapitée, parce que les perruques qu'elle avait sur elle et dans la voiture étaient réparties sur la route, donc les gens ont tiré des choses comme ça. Que cette femme que je prenais pour une idiote, mais alors vraiment une idiote de chez idiote, elle avait un coefficient intellectuel très très important, qu'elle était en fait la première, enfin celle qui a créé le mythe, vous savez, qui va venir après de la bimbo, qui n'existe que par les médias, que par voilà la poitrine, le sexe, toutes les frasques et tout ça. Qu'elle a fréquenté des gens, par exemple ceux qui vont devenir les assassins de Sharon Tate. C'est un livre, voilà, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment, ça fait sauter plein de clichés sur cette femme. C'est en plus les années 60, 70 aux États-Unis. Elle méritait mieux que Simon Liberati. Elle méritait un vrai écrivain, quoi. Quelqu'un qui, vous savez, moi, la description pendant 25 pages du garde-boue de la voiture avec 3 taches de sang, il y a un moment, garde-boue de la voiture, voilà. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc, mais passez les premières pages et vous verrez que, passez les premières pages, vous allez découvrir une femme un peu différente, un peu énervante, et puis qui est surtout, voilà, c'est l'ancêtre de tout ce qu'on voit actuellement. Je ne sais plus comment, c'est un peu Paris Hilton, quoi. Mais Paris Hilton qui avait, elle a du talent en plus que par rapport à Paris Hilton. Donc, allez-y, ça s'appelle Simon Liberati, Jane Mansfield, 1967. Salut, moi c'est Thierry Serfati, un médecin, ancien médecin défroqué on va dire, et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai plus de patients. C'est parce que depuis quelques années, j'écris des thrillers, j'adore ça, et j'ai pendant un moment essayé de soigner encore, mais enfin, plus j'en ai tué dans mes romans, moins j'ai eu de patients en salle d'attente. Moralité, je me suis consacré à ça, voilà. Et mon dernier bébé, le voilà, il s'appelle Demain est une autre vie. Sorti tout récemment, et c'est un roman que j'avais très envie d'écrire depuis pas mal de temps. C'est l'histoire d'un type comme ça qui est entre deux vies, on va dire. C'est un roman entre illusion et réalité. J'aime bien ces manipulations, ces faux semblants, les apparences trompeuses. Voilà, il a tout pour lui. Il s'appelle Jamie Byrne, il vit à New York. Il lui manque une chose, c'est une femme qu'il aime et des enfants qu'elle lui a toujours refusés. Et puis voilà, il ouvre les yeux. Il est dans sa maison, il est en chair et en os, il a fait un accident dans sa tête et en réalité,
Rien, tout va bien. Il est avec une femme géniale, 2 enfants formidables. Le seul problème, c'est que cette famille, il ne l'a jamais vue. Alors voilà, j'avais très envie d'un roman sur une vie rêvée, qu'on vous apporte sur un plateau. Vous savez pas quoi en faire, mais vous vous dites, je la garde. Et le problème, c'est que quand votre passé vous rattrape, là, ça commence à se compliquer. Donc voilà, j'avais très envie d'écrire cette histoire-là. Je suis très très content de l'avoir fait. Et j'espère que, voilà, que ça va vous plaire. Alors c'est vrai que je suis Thierry Serfati, mais si je tourne la casquette, il y a un autre nom, c'est Ellie Anderson. J'ai un pseudo en fait qui est pas vraiment un pseudo. Bon, Ellie c'est mon second prénom. Et Anderson, c'est parce que je suis fan d'Andersen et que je me suis dit, allez, on va quand même pas prendre le même nom que lui, donc on va changer une petite lettre par humilité. Et si j'ai pris ce pseudo, c'est parce que j'avais un autre projet qui a rien à voir avec les thrillers, qui est un projet jeunesse. Un projet qui me trotte dans la tête depuis des années et des années, depuis mes jeunes années d'internat. J'avais très envie de raconter l'histoire d'un adolescent qui a une vie comme tout le monde dans une petite ville américaine qui s'appelle Pleasantville, mais qui est finalement pas comme tous les autres ados. Il a un point particulier, il a hérité de son père un pouvoir extraordinaire, c'est celui de voyager dans le corps humain. Mais dans le corps humain, c'est pas du tout comme on l'imagine, en tout cas c'est pas du tout comme on me l'a appris à la faculté. C'est-à-dire qu'il y a des océans, des montagnes, des peuples, des guerres, des cités, des combats, des ennemis, des amours, voilà. Il y a toute une vie à l'intérieur et cette saga d'Oscar Peele donc va raconter l'histoire de cet adolescent de 12 ans jusqu'à 18 ans à l'extérieur, comme tout le monde, dans sa ville, sa vie, et sa destinée de Medicus, donc avec son pouvoir à l'intérieur du corps, des ennemis à combattre, un ennemi juré bien sûr, des mystères dont il faut lever le voile, et voilà. Donc ça va s'étaler sur 5 tomes. Et il y en a déjà 3 qui sont sortis. Le dernier s'appelle Le Secret des Éternels. Et voilà, c'est pour tous les âges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour rêver. Donc c'est de la magie, c'est de l'émotion, c'est du mystère, c'est de l'aventure. C'est tout ce que j'aime, moi en tout cas. Maintenant, il y a d'autres livres qui peuvent vous plaire. Et en l'occurrence, un livre que j'ai adoré. C'est mon coup de cœur. C'est un coup de cœur depuis très longtemps. C'est un livre vraiment qui m'a fait basculer dans la lecture. Et ça s'appelle Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Alors, Les Piliers de la Terre, c'est une fresque formidable. Alors c'est épais comme ça, hein, mais dès qu'on commence, on a tellement pas envie que ça finisse qu'on est très content. On voudrait que ce soit 2 fois plus grand. Vous savez, c'est comme les fingers de Monsieur Cadbury, on voulait qu'il soit plus long. Ben là, voilà, c'est la même chose. C'est génial. Ça se passe au Moyen-Âge. C'est une saga sur même, je crois, 2 générations, sur les bâtisseurs de cathédrales en Angleterre au Moyen-Âge, donc. Et vous allez voir, ça vous prend aux tripes, vous allez galoper, vous allez apprendre plein de choses, en oublier d'autres, mais peu importe, vous allez partir avec les personnages, leur prendre la main, vous allez traverser une époque. Donc vraiment, si vous avez envie de voyager, de découvrir des choses qui nous entourent depuis des siècles et des siècles, si vous avez envie de palpiter vraiment pour une histoire et pour des personnages, bah allez-y, plongez dans les piliers de la Terre et faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ce sera vraiment un bon moment pour vous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, pas de polar. Et non. Un livre sérieux, mais franchement intéressant, que je ne vous dégoûte pas en disant que c'est un livre sérieux. C'est un livre écrit par un psy qui s'appelle Christophe Fauré, psychiatre, et qui a écrit chez Albin Michel ce livre qui s'appelle Maintenant ou jamais. Alors dans ce livre, il s'agit en fait de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est pas tellement comme ça que ça se pose. Disons que c'est ce qui nous arrive dans la transition entre avant 40 ans et après 50 ans. Il y a une petite 4, 5, 6, 7 ans où souvent on se pose des questions sur où on en est de notre vie professionnelle, où on en est de notre vie de couple, où on en est de notre vie avec les enfants. Est-ce qu'on passe pas à côté de notre vie? Est-ce qu'on fait exactement ce qu'on aurait eu envie de faire? Est-ce que quand les enfants vont partir, on va bien supporter d'être avec le conjoint? Est-ce que voilà, c'est plein d'interrogations qui sont extrêmement fréquentes, voire habituelles vraiment dans l'histoire de chacun. Et souvent, alors il y a 2 attitudes possibles. Soit on se dit, bon ben voilà, j'ai tout dans la vie, je vais quand même pas aller me poser des questions, donc je laisse tomber. Soit on se dit, ben voilà, je sais pas si je suis bien dans mon couple, alors ben voilà, ben je fous tout en l'air et puis je pars avec quelqu'un d'autre que je viens de rencontrer. C'est pas forcément les bonnes solutions, en tout cas pas immédiatement. Il vaut mieux réfléchir à ces interrogations qu'on a, se poser, se dire voilà, effectivement j'ai ce questionnement, il est normal et il faut que j'y réponde. Alors on peut y répondre tout seul, on peut y répondre avec ses proches, avec son compagnon, avec sa compagne, avec un psy si on a besoin. Mais l'important c'est de se dire que c'est une transition importante, que ce questionnement-là, il est normal,
que c'est vraiment quasi tout le monde là, et que donc pour avancer, pour passer à l'étape suivante, eh bien, il faut avoir répondu à toutes les questions qu'on s'est posées. Ça s'appelle Drôle d'oiseau. C'est chez Philippe Hugues, aux éditions Les Grandes Personnes. C'est normal, moi je pouvais pas. Regardez. C'est pas beau. À mon avis, c'est plus pour adultes, hein, parce que si vous donnez ça à votre gamin, je suis pas sûr que... Voilà. Mais les gens qui... Regardez. Bon, ça peut peut-être marcher, hein, j'en sais rien. Il y en a peut-être qui me ressemblent pas et qui adorent la... Regardez ça. Non, franchement, c'est un très très joli travail. Hein. Regardez. On dirait Marina, quand elle fait sa gym. Voilà, c'est très très beau, ça s'appelle Drôle d'oiseau, c'est de Philippe Hugues, aux éditions Les Grandes Personnes, une merveille. Je suis Ingrid Desjours, je suis auteure de 2 romans policiers, Echo et Potence. Donc je suis ici déjà pour vous présenter mon coup de cœur, qui est Tarandole de René Barjavel. Donc pourquoi ce livre? Eh bien déjà parce que Barjavel est un visionnaire, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de lire quand j'étais adolescente et qui m'a donné aussi envie d'écrire. Et à mon sens, c'est un vrai raconteur d'histoire dans la mesure où il vous embarque dans ses romans et en plus, il a une très très belle plume. Et ce que j'aime dans Tarandole, qui est un roman peut-être un peu moins connu que les autres, c'est justement ces phrases qui sont ciselées, c'est les interventions de l'auteur dans le roman lui-même. Et ça crée une histoire dense avec une autre dimension et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Et puis René Barjavel, c'est aussi des phrases ô combien justes et touchantes, telles que la haine, c'est la seule passion accessible aux médiocres. Et je trouve ça tellement juste et tellement beau. Voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir transmettre à mon tour ce goût pour Barjavel, voilà, et le faire découvrir peut-être aux nouvelles générations, qui sait. La deuxième chose, c'est Potence, donc qui est mon deuxième roman, voilà, que je montre bien à la caméra. Potence, où on retrouve mon héroïne Garance Hermosa, donc psychocriminologue un peu particulière, un peu manipulatrice, très très torturée. Et en fait, j'ai eu envie de la malmener un peu, cette Garance, que certains trouvaient très attachante dans Echo, que d'autres trouvaient parfaitement odieuse. Et là, j'avais vraiment envie de montrer sa part d'humanité. Et pour montrer sa part d'humanité, sa fragilité, j'ai eu envie justement de l'immerger dans un milieu très déshumanisé, très froid, très cérébral. Potence, qui est un club pour surdoués dans lequel a eu lieu un drame. Et cette pauvre Garance, qui elle-même est une surdouée, est complètement dépassée par des problèmes personnels qui lui arrivent, et puis par l'intelligence machiavélique des personnages qu'elle rencontre. Donc ça, c'était donc Potence, Ingrid Desjours. Achetez-le, très bien. Et puis moi, je vous dis rendez-vous sur lesdéblogueurs.tv. Faune Brody, un diable d'homme chez Libretto, les enfants. Il y a vous pouvez pas imaginer comment je déteste les explorateurs. Je veux dire, la nature, les geysers, l'Islande, vous savez, le mec là qui est en montgolfière, enfin les écologistes, enfin moi tout ce que j'aime c'est le bruit, la pollution, les centrales nucléaires, enfin tout quoi, Tchernobyl, pour moi je suis là-dedans, putain je suis trop beau. Hein. Et alors franchement les mecs avec les rennes dans la nature, je déteste ça. Et là ce mec, Faune Brody, un diable d'homme, c'est une merveille chez Libretto, Faune Brody, ça se passe sous la reine Victoria, 19e siècle, et c'est un type qui est absolument fabuleux. Il était en concurrence avec c'est un peu comme Nicolas Hulot et Eva Joly, vous savez, ils étaient tous les deux à vouloir découvrir les sources du Nil, et lui, il a dit que c'était lui qui avait découvert les sources du Nil, et manque de peau, c'était pas lui, mais ils l'ont jamais su, l'autre il s'est suicidé. C'est une histoire géniale, il raconte des trucs... Il a été en Iran, il était hyper intelligent, il était amoureux, enfin c'est extraordinaire, c'est
mieux que le plus grand roman d'aventure qu'on ait pu imaginer. Ce type, je l'adore. Il était méchant, il était arriviste, il était amoureux, il était passionné. Enfin, il était tout ce que les gens détestent à notre époque, c'est-à-dire qu'il était vivant, quoi. En plus, il devait fumer, aimer les femmes, ce qui est comment. Là, c'est vraiment incommensurable. Vous voyez, je veux dire, c'est le contraire de. Non, enfin bon, je vais pas vous dire, parce qu'on va pas faire de politique. Et ça s'appelle Un diable d'homme, libretto. S'il y a un livre d'aventure à lire, c'est d'ailleurs plus qu'un livre d'aventure, c'est un immense roman, c'est une biographie, il y a tout là-dedans. C'est Fan Brody, Un diable d'homme chez Libretto. Si vous n'avez pas lu de ça, vous êtes des nuls, hein. Je vais vous dire franchement, vous pouvez aller regarder Secret Story pendant 25 émissions, ou alors écoutez la dernière émission culturelle sur France 2, vous savez, pour comment elle s'appelle, Chugui, là, où vous savez, c'est l'émission qui vaut 190 000 € et puis qu'il y a plus que 2 personnes qui la regardent, sa mère et son père, en espérant qu'ils survivent encore longtemps, parce que bon, voilà. Non, allez-y, c'est génial, génial. En plus, ça coûte pas cher, hein, 13 €. Amoureux de la lecture, salut! Je vous dis merde, et non pas vous, évidemment. C'est Philippe XVI qui a écrit ce bouquin, Je vous dis merde. Alors, il y a 3 personnages et c'est divisé en 3 chapitres. Premier personnage, une écriture super sympa, drôle, pleine d'humour et tout. On découvre l'histoire, c'est un gars qui écrit des scénarios, ses copains ils ont réussi, du coup il décide d'en buter un et de faire accuser l'autre. Enfin, c'est assez top. Et deuxième personnage, on se retrouve avec le fils de cet assassin. Et donc le style change complètement et c'est bourré de sexe. Donc moi personnellement c'est un peu glauque après. C'est très bien au début, moyen au milieu et moyen à la fin. C'est pas uniforme en fait comme écriture, mais ça vaut le coup quand même d'être lu, rien que pour le premier chapitre qui est à mourir de rire. Je suis pas très généreuse, je lui mets que 6, mais lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Petit nanaternaute, à bientôt alors, hein, salut. Phénomène de l'époque, les enfants. Ils en sont à 22 000 exemplaires. Hein. Les éditions Pocket en ont pas voulu, paraît-il, donc ils doivent être contents. Hein. Nadine Monfils, Nickel Blues, Mijade. On avait pris le pari, on avait dit avec Michel Simès, ce roman est capable de faire lire les ados qui n'aiment pas lire, et ce roman est capable de faire lire ceux qui n'ont plus eu envie de lire. Ça a marché. À tel point que là, j'ai une des responsables de Albin Michel qui m'a dit, je l'ai lu pendant les vacances, c'est hallucinant, j'ai jamais vu ça, c'est Audiard, c'est Gabin, c'est comment on a pu passer à côté de ça. Bah voilà, vous êtes passé à côté de ça. Nadine Monfils est en train de se révéler comme une des vraiment des grandes écrivains belges francophones, enfin oui francophones. C'est génial. Franchement, si vous n'avez pas lu ça, c'est et alors j'ai ma responsable, celle qui s'occupe des enfants à la Griffe Noire, m'a dit mais écoute, j'ai pareil quoi, j'ai un truc qui fait démarrer ceux qui n'aiment pas lire. Et ça s'appelle, c'est cette série extraordinaire qui s'appelle... Alors, cette série elle a quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que non seulement elle fait lire ceux qui n'aiment pas lire, les enfants, mais c'est une des seules séries dont l'héroïne c'est une fille. Et généralement les garçons détestent, enfin les ados détestent les héroïnes dans les grandes séries à suspense. Et là ça marche à tous les coups. Et c'est comme l'autre, c'est... Alors voilà, ça s'appelle Hunger Games. Alors il y a plusieurs tomes, hein. Vous avez l'embrasement, la révolte... Et voilà. Et vous avez celui-là, ça s'appelle... c'est le premier Hunger Games. Hein. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire. Elles m'ont dit ça sert à rien parce que c'est hyper sophistiqué, hyper compliqué. Il y a plein de rebondissements, ça va à 100 km/h. Mais si vous avez un gosse qui ne lit pas, vous lui achetez le premier tome de ça et il paraît que c'est... Bon, je dirais pas remboursé parce que j'ai pas le fric, hein, mais ça fonctionne à tous les coups.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, le nouveau polar de Jacques Expert. C'est chez Sonatine, nouvelle maison d'édition pour lui. Ça s'appelle Adieu. Alors vous savez, Jacques Expert, on l'avait connu avec La femme du monstre, on l'avait connu avec La théorie des 6, tout petit peu moins bien que le reste. Et puis et voilà, là il arrive avec ce dernier roman, dernier polar. L'Adieu, c'est un truc assez étonnant. C'est l'histoire assez abominable au départ d'une famille parfaite, la famille, idyllique, genre famille de rêve, quoi qu'il y a sur les papiers d'emballage carrément. Et la femme, les 2 enfants sont assassinés, le père disparaît. Bon, première fois, les policiers essaient de comprendre ce qui se passe. Deuxième famille, idyllique, de rêve, tout est parfait, etc. La femme, les 2 enfants sont assassinés, le père disparaît. Le policier qui suit l'enquête est persuadé qu'il y a un truc à chercher du côté de ses pères, que c'est là que ça se passe. Et ils ne sont pas d'accord à la brigade, ils vont s'opposer, ce qui fait que ce type-là qui continue comme un forcené sur son idée, il va être mis à pied, il va disparaître de la circulation, jusqu'au moment évidemment on le verra revenir, parce qu'il va mener une enquête mais absolument hallucinante, il va poursuivre son idée pour savoir ce qui s'est passé. Alors évidemment, je ne vais pas vous révéler la fin. Sachez en tout cas que Jacques Expert, d'emblée, ça part hyper fort. Dès que ça commence, on est pris. Jusqu'au bout, on est pris parce qu'il y a vraiment un dénouement qui est absolument étonnant. C'est très bien écrit, c'est absolument passionnant. C'est du grand polar français. Chapeau, Jacques. Contrairement à François Bunel, quand je parle d'un livre, du livre de quelqu'un que je connais et que j'aime bien, eh bien je le dis parce qu'il faut être honnête. Nous allons parler du livre de Marina Carrère-Dancos. Bon, vous savez tous, télévision ensemble, on est très amis, donc voilà. Mais c'est pas pour ça que je vous parle de ce livre. Je vous parle de ce livre parce que ce bouquin, on l'attendait, les parents en particulier l'attendaient depuis très très longtemps. Elle l'a fait avec Philippe Battel, qui est un alcoologue, un addict, enfin, comme on dit maintenant, vous savez des mots pas possibles pour les gens qui sont addicts à plein, à la drogue, à l'alcool et tout ça. Donc ils se sont mis tous les deux et ils ont parlé de ce problème qui est l'alcoolisme chez les ados, qui est un problème plus encore grave que, peut-être vous le savez pas, mais beaucoup plus grave que la drogue. Il y a beaucoup plus d'enfants qui boivent, qui subissent l'ivresse, qui ont des gros problèmes d'alcoolémie, qu'avec la drogue. Alors, dans ce livre, elle vous fait une sorte de récapitulatif de l'histoire de ce problème, ce problème culturel et ainsi de suite, mais elle va surtout répondre à vos questions. C'est-à-dire que il y a des questions, il y a plein de questions que vous posez, vous n'avez pas de réponse, et bien tous les deux ils vont vous répondre à ces questions. C'est est-ce que je dois parler d'alcool à mon fils, comment dois-je en parler, ou à ma fille, hein, parce que les filles elles sont pas mal non plus. À quoi voit-on que mon fils est alcoolique ou ma fille est alcoolique, qui dois-je aller voir, pourquoi dois-je réagir, dois-je me taire, dois-je parler, comment lui en parler. Vous avez dans ce bouquin toutes les réponses, du moins une partie des réponses à vos questions. Ils vous disent aussi où aller si vraiment ça vient désespérer. C'est un livre très important, c'est un livre que tous les parents devraient lire dès l'âge de 11 ans, parce qu'on sait dès maintenant que dès 11 ans, les enfants commencent à subir les problèmes de l'alcoolémie. Voilà, donc allez-y, sans problème, un livre capital. Mon préféré, avec Podium, hein, parce que Podium, c'est quand même énorme, mais mon préféré, c'est celui-là. Et moi, si on avait un cadeau à m'offrir, je prendrais celui-là. Mais il ne me le ferait pas, hein, parce qu'on me l'a déjà offert. Hein. Donc, ça s'appelle Les inoubliables années 60 chez Larousse. Regardez, ça s'ouvre. Et comme je suis un être très simple, regardez. Voilà. Et ça se déplie, les enfants, vous avez tout, les Beatles, les Rolling Stones, regardez, c'est pas beau? Ça, les gamins, vous pouvez les ados, je crois que vous pouvez leur offrir ça, ils vont se foutre de votre gueule, mais c'est trop bien. Vous avez le premier Soyouz, la conquête, voilà, je sais plus, voilà, c'est trop bien. Regarde, non, mais je sais pas si on est déjà, voilà, puis il y a plein de trucs qui s'ouvrent, regardez, c'est génial. Moi, je serais vous, j'en achèterais qu'un, ça serait celui-là. Ça s'appelle L'Inoubliable années 60 chez Larousse. Et en plus, c'est pas très cher, c'est 2,90 €. Non, c'est 29,90 €. Faut pas non plus rêver avec la TVA à 7%. Alors, Inoubliable années 60, précipitez-vous, c'est chez Larousse.
Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, alors bon, je vais pas vous en faire des tonnes parce que vous pouvez pas prendre un quai de gare, un quai de RER, une station d'autobus sans qu'on vous dise que le nouveau Douglas Kennedy, cet instant-là, chez Belfond, c'est bien. Je ne vous dirai pas parce que faut pas non plus exagérer, je vais pas lui en refaire des tonnes, simplement pour vous dire qu'il est là le 10 décembre, je crois, à la Griffe Noire, ce qui est quand même exceptionnel. Donc les filles, les garçons, enfin tout, enfin vous venez, hein, parce que ça nous a coûté une fortune pour qu'ils viennent. En plus, on va l'inviter au restaurant, on n'a pas les moyens, donc c'est pire. Alors il mange, vous pouvez pas imaginer ce qu'il mange. Je vous dis pas ce qu'il boit. Donc à mon avis, il risque d'être très gai pour la dédicace. Donc Douglas Kennedy, quand même un monument. Enfin, un monument. Oui, c'est un monument. Il vend beaucoup. Non, je suis méchant là. Non, c'est quelqu'un qu'on aime bien, qu'on a adoré dès le début, alors que c'était pas la mode de l'aimer. En plus, les filles de chez Belfond sont des filles absolument adorables. Je tiens à le dire, c'est que c'est très rare dans l'édition française, mais c'est pas chez Gallimard, c'est chez Belfond. Elles sont géniales, elles adorent leur métier, elles se la pètent pas, contrairement à chez Gallimard. Douglas Kennedy, il est là le 10 décembre à partir de 15h. Je vous préviens, il n'y aura pas de place pour tout le monde, donc il faudra prendre votre ticket et ça sera, à mon avis, vous pouvez commencer à maigrir parce qu'on prendra que les plus belles, hein. Les moches, on les prendra pas. Voilà. C'est un thème qui s'est vraiment imposé à moi, d'abord parce que en tant que mère de famille, j'ai été forcément confrontée à ce problème, mais que j'ai cherché des conseils, j'en ai pas trouvé, et je suis pas sûre que j'ai toujours bien fait. Ça m'aurait bien aidé d'avoir ce genre de conseils quand j'en ai eu besoin. Parce que c'est quelque chose qui m'a un peu désarmée, le fait que nos jeunes boivent et beaucoup, et pas de la même façon que nous. Et je ne savais pas très bien quoi répondre parce que c'est pas la façon dont on s'était comporté nous à leur âge, et donc j'avais pas les réponses appropriées aux parents. Donc j'ai voulu vraiment faire une enquête pour savoir si ce qu'on avait l'impression de vivre était une généralité ou si c'était vraiment extrêmement marginal, et puis surtout pour pouvoir apporter des réponses précises aux questions de ces parents. J'ai travaillé toute seule pour tout ce qui était état des lieux. C'est-à-dire la situation réelle des jeunes par rapport à l'alcool, c'est-à-dire les risques que les jeunes prennent en buvant, la façon dont les lycéens aussi se comportent, la façon dont les collégiens, dont les étudiants se comportent. Toute cette partie-là, c'est vrai que je l'ai faite vraiment toute seule, et j'ai eu besoin de Philippe Battel pour vraiment, une fois que j'avais récupéré toutes les questions principales que se posaient les parents, pour pouvoir apporter des réponses. L'idée, c'était aussi qu'on puisse s'adresser pas seulement aux parents, mais aussi aux ados. Donc c'était surtout pas faire un livre culpabilisant, et pour ça Philippe Battel est parfait parce qu'il culpabilise pas du tout, mais qu'ils puissent eux aussi savoir qu'ils prennent certains risques très particuliers. Voilà, donc se prévenir parce que ces risques-là, ils existent. Donc c'est aussi destiné à eux, et c'était important que Philippe puisse faire passer ce message. J'ai découvert plusieurs choses qui sont intéressantes en faisant l'enquête. D'abord, c'était à quel point ils commencent à boire jeunes. Ça m'a quand même absolument halluciné. C'est-à-dire que l'initiation est extrêmement précoce. Je ne parle pas du petit verre de champagne qu'on peut faire goûter aux enfants quand il y a une réunion familiale, bien sûr, mais la façon dont ils commencent à boire jeunes en groupe avec leurs copains, ça m'a vraiment étonnée. La quantité bue, qui est franchement mais impressionnante dès qu'ils sont ados, lycéens, le vendredi soir et le samedi soir, c'est quand même effrayant comment ils arrivent à tenir en buvant autant, enfin tenir plus ou moins bien. Donc ça m'a sidéré. M'a sidéré aussi la façon dont est banalisée, et au-delà de banaliser, dont est valorisée même l'ivresse. C'est-à-dire que bon, les mecs ivres, ça pose aucun problème, mais les gamines ivres non plus. C'est plus du tout un truc mal vu de vomir dans le caniveau et de repartir après, ou de rentrer complètement bourré chez soi, ce qui est une notion qu'on n'avait pas tout à fait. Donc ces trois faits m'ont vraiment intéressée. Et puis c'est aussi la façon, et ça m'a vraiment aussi... je pensais pas, j'ai toujours eu la notion malgré tout de l'alcoolisation importante souffrance de l'adolescent qui va pas bien. Et ben c'est une vision complètement erronée. La majorité de ces jeunes qui boivent trop vont très bien. Ils ont une consommation qui est extrêmement festive, qui n'est pas sociale au sens où nous on peut l'avoir, où on reste à table un peu longtemps, ou en discutant, on boit du vin, etc. C'est pas du tout ça. Ils se mettent pas à table. Ils ont une consommation festive dans le sens où ils boivent pour faire la fête.
vraiment. Ils s'enivrent pour faire la fête. Et c'est donc plutôt des gamins qui vont bien, et c'est pour faire la fête qu'ils picolent comme ça. Aux parents, c'est de parler, c'est d'écouter leurs enfants, de les observer et de parler au maximum. C'est-à-dire d'ouvrir toute possibilité de discuter avec leur enfant pour savoir où ils en sont avec l'alcool. Et en permanence, cadrer, fixer des limites pour les enfants. Les parents copains dans ce domaine, c'est une véritable catastrophe. Les parents démissionnaires, c'est une véritable catastrophe. Les gamins à cet âge-là, ils sont comme les tout petits, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin qu'on leur dise non, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin de parler, ils ont besoin qu'on soit attentif, ils ont besoin d'être engueulés. Donc c'est vraiment, on réinvestit complètement les parents dans ce rôle par rapport à l'alcool, d'autant plus qu'il faut bien dire que les alcooliers sont extrêmement puissants, donc que la loi est insuffisante, qu'on a beau faire de la prévention, qu'on a beau faire beaucoup de choses, tout retombe en l'occurrence honnêtement sur le dos des parents. Donc c'est aux parents de s'investir dans cette démarche vis-à-vis de l'alcoolisation de leurs jeunes, de ne pas dire c'est le problème des autres, mais chez moi tout va bien, mon gamin il aime que le jus d'orange. Il faut aller un peu plus en profondeur et vraiment il faut en permanence les surveiller. Il va vraiment falloir, quand il y aura par exemple la question de voilà, demain chez mon anniversaire, est-ce qu'il peut y avoir de l'alcool, ne pas répondre non d'emblée, discuter, voir comment on va faire, et quand il y a de l'alcool, fixer des limites en permanence et voir si elles sont respectées. Donc c'est vraiment, ça va être un suivi très, très important de l'ado qui en sera reconnaissant, hein, il n'y a aucun souci, il a besoin de ça l'ado. Et si j'ai un message à faire passer aux ados, parce que j'aimerais bien pouvoir leur faire passer, c'est qu'ils mesurent très mal les risques qu'ils prennent. Bien sûr qu'ils ne vont pas mourir d'un cancer du foie dans l'année qui vient. Bien sûr qu'ils ne vont pas avoir une maladie du pancréas dans l'année qui vient. C'est pas ça le problème. Le problème, il est que quand ils ont trop bu, ils sont toujours d'abord sûrs de savoir s'arrêter à temps. C'est pas vrai. L'ivresse, on sait comment ça finit, on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit, même si on se sent tout à fait maître de sa consommation, c'est pas vrai. Et on court des risques, évidemment, des accidents de roue, tout ça, ça ils le savent. En revanche, ce qu'ils savent peu, c'est que dans 40% des cas, les rapports sexuels commencent, les premiers rapports sexuels ont lieu de manière alcoolisée. Et ça veut dire qu'en général, ils sont sans protection. C'est-à-dire qu'il y a un risque de grossesse, il y a un risque de transmission des maladies comme le sida, comme les hépatites. Et puis, il y a un risque surtout d'accéder des relations qu'on n'aurait pas voulu. Donc des relations non consenties, parfois carrément abusives, de la part d'un garçon alcoolisé ou d'une fille alcoolisée qui ne sait pas non plus dire non. Voilà, donc il y a un risque qui est vraiment extrêmement dangereux par rapport à la sexualité. C'est bien qu'ils le sachent. Il y a un risque de violence qu'ils ne maîtrisent pas non plus, il faut aussi qu'ils le sachent. Il y a un risque à prendre des risques inconsidérés, à monter sur le deux roues d'un copain qui lui est bourré et de dire d'accord, c'est pas grave, et de terminer sa vie comme ça. Voilà, il y a des vrais risques. Il faut qu'ils en soient parfaitement conscients et il faut qu'ils aient quelques notions. Il faut qu'ils sachent combien, enfin voilà, qu'ils prévoient à peu près combien ils vont boire, qu'ils sachent que s'ils fument en même temps des pétards, ben, le risque est majoré, que s'ils prennent du Red Bull en même temps, le risque est majoré. Voilà, il y a plein de conseils pour eux pour qu'ils gèrent au mieux leur consommation. Il ne s'agit pas de leur dire buvez pas, ils boivent. Il s'agit de gérer leur consommation. Oui, bon, je vous aurais bien parlé de musique, de choses comme ça, mais là je ne peux plus parce que la première fois j'ai parlé de théâtre, hein. L'autre fois d'un livre, alors là, formidable, Léo Taul, Bessières, mais ça vaut 3 sous cette édition, et quand même, je sais pas, politesse, par correction, il faudrait que je fasse gagner quelques deniers à la librairie de la Griffe Noire, qui le mérite pleinement. En plus, ce pauvre garçon, Gérard Collard, je le voyais l'autre fois à LCI, il conseille d'acheter pour les gens que l'on n'aime pas, au moins 3 volumes qui sont des plus vendus. C'est dégueulasse, c'est vrai, mais des plus vendus, alors il va aller à la faillite si je ne fais pas un effort. Donc aujourd'hui, je vais me rattraper et vous conseiller 3 livres chers. Voilà. C'est dans les éditions de la Pléiade et le consommateur est quand même très content parce que vous voyez, rapport qualité-prix et contenu, c'est extrêmement valable. Je vous donne 3 de mes préférés, c'est sans commentaire.
il vous faut du Proust. Alors, Proust, si, quand même, La recherche du temps perdu, essayez-la d'abord. J'aime pas les morceaux choisis, je sais pas, faites un petit essai, mais surtout pas dans le début. C'est-à-dire que les gens se dégoûtent très vite de Proust parce qu'on les emmerde avec la Madeleine. C'est très casse-pied. Il faut déjà avoir lu des pages de Proust, rentrer dans du plus croustillant, dans Sodome et Gomorrhe, par exemple. Et vous commencerez à apprécier. Il faut toujours un petit peu de cul, quand même dans les œuvres magistrales, pour vous habituer à la chose, et vous verrez que vous ne décollerez plus de Proust. Si c'est votre genre. Il y a des gens qui le détestent. Alors, l'envers, c'est Céline, les deux, parce que le reste, je les ai jamais lus. Donc, Voyage au Mort à crédit, Voyage au bout de la nuit. Ça, c'est vrai que c'est aussi un des plus grands écrivains du XXe siècle, parce que c'est complètement personnel, et ça a été, comme tous les grands, terriblement pompé après. Tout le monde, et ce sont toujours les grands détracteurs qui l'ont le plus pompé et imité dans le style. Et puis une chose, alors là, en toute confiance, c'est une base, ce sont les caractères de La Bruyère. Vous en prenez, mon père les adorait d'ailleurs, et vous verrez toutes ces figures très actuelles qui ressortent, comme vous les voyez sur les écrans de télévision. Il y a par exemple des articles sur les sceaux, vous verrez, c'est intéressant. Et puis celui que je place au-dessus de tous, alors là, c'est un investissement, parce qu'il y a pas mal de volumes, prenez-en 3, c'est les Mémoires de Saint-Simon. Vous savez que c'était l'idole de Proust. Et lui est un génie pour moi encore supérieur, il a un don comique étonnant, mais tout ça sans le savoir. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une œuvre littéraire. Il va témoigner vers 60-70 ans de ce qu'il a vécu, notamment à l'âge de 20 ans, parce qu'il avait 20 ans sous Louis XIV. Et il veut raconter dans un journal, faire part de son indignation, de l'horreur qu'il a vécue, qui est grosso modo la façon dont Louis XIV a voulu promouvoir les bâtards et les bâtardes qu'il avait eus avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Alors je vais vous recommander un autre livre qui est un essai à la NRF de Cécile Gilbert, qui a écrit Saint-Simon ou l'encre de la subversion. C'est une fille très intelligente et elle montre que c'est un écrivain maudit, et c'est le seul. C'est-à-dire qu'on l'enseigne très peu en classe et d'une façon tendancieuse, en disant qu'il est méchant, qu'il est bête, quand c'est tout le contraire. Et surtout, les gens qui lisent des chefs d'État, des ministres, il y en a, la plupart sont ignares, hein, mais il y en a quand même qui ont lu, comme François Mitterrand, comme Pompidou, des gens comme ça, n'ont jamais fait référence à Saint-Simon, parce que ça les gêne beaucoup. Le pouvoir est décrit d'une façon épouvantable et cynique. Et pour finir sur Saint-Simon, excusez-moi de m'étendre, mais c'est mon idole. Alors bon, lorsqu'il témoigne à la fin de sa vie, comme je le disais, il est indigné, mais il ne cherche pas à faire rire. Mais il a un don comique intrinsèque, comme certaines personnes, et on éclate de rire, et évidemment au moment les plus poignants, c'est-à-dire pendant les enterrements. C'est pour ça que pour moi c'est un immense artiste. Alors je vais terminer quand même, comme c'est le Nouvel An, et parce que ça a un rapport avec Saint-Simon, vous parlez, vous montrez brièvement, vous voyez, je fais comme Gérard Collard, je jongle, un livre sur les singes. Et ça, il ne faut pas rater cet auteur, Wahl, qui a étudié les chimpanzés pendant 30-40 ans, mais en captivité en Hollande. Et là, vous verrez que les singes, les chimpanzés, ont des partis politiques comme nos hommes politiques et réagissent exactement comme les altesses, les monseigneurs que nous a décrits Saint-Simon dans ses mémoires. Alors, je vous montre le livre, pardon, parce que là, il faut bien, pour le commander, hein. Voilà, c'est France de Wahl, Le singe en nous. Et il a écrit aussi Les singes prennent le thé, et ça, c'est vraiment passionnant.